Beaucoup, bonsoir à tous et merci à Solène et à Alima pour l'invitation et désolé pour mes réponses différées aux mails, je suis malheureusement coutumier. Donc l'idée, c'est de faire un petit point sur les autres maladies vectorielles à tiques. Donc, si j'arrive à changer de diapo. Donc, juste pour faire un point, on va parler un petit peu de ce que c'est une zoonose, une maladie vectorielle. Ensuite, les autres maladies vectorielles, les co-infections au sein de la tique, au sein du patient, un petit peu de quoi il retourne, de quelle maladie on parle. Donc, on ne va pas faire un catalogue exhaustif parce qu'il y en a des centaines, hein. Et que disent les recommandations pour savoir un petit peu, pas forcément ce qu'on est tenu de faire, mais ce que disent les recommandations françaises dont il a été question déjà tout à l'heure. Donc, juste pour rappel, une zoonose, donc c'est une maladie ou une infection pour le cas qui nous concerne, provoquée par des agents transmissibles qui se transmettent entre deux espèces, entre deux espèces. Les maladies vectorielles, donc, ce sont des maladies qui sont causées par des pathogènes et qui sont transmis aux populations humaines. Donc, on pense que les maladies vectorielles seraient responsables d'environ 15% des maladies infectieuses, et c'est des millions de morts, hein, si on pense notamment au paludisme par an dans le monde. Donc, quand on parle de vecteur, ici, on parle d'un arthropode hématophage qui assure une transmission biologique d'un agent infectieux d'un premier hôte à un second hôte, donc l'homme. Donc, pour cycler, il y a des classifications qui existent. Il y a 4 grands types de zoonoses qui sont rapportés, avec les zoonoses à transmission directe, donc la tuberculose, la rage. Les zoonoses à transmission cyclique, donc là, on pense aux parasitaires avec les cycles parasitaires, le ténia, l'échinococose. Les zoonoses à transmission vectorielle, donc c'est vraiment là que ça nous intéresse, la maladie de Lyme notamment, et les zoonoses en lien avec l'environnement, donc le tétanos, le charbon. Il y a une classification des maladies assez intéressante en 5 stades en fonction du pathogène et du type de transmission. Alors, avec le stade 1, si c'est une transmission interanimale, par exemple, la fièvre afteuse, certaines pestes porcines. Le stade 2 qui nous intéresse un petit peu plus, donc c'est une transmission d'animal à l'homme sans transmission interhumaine possible, c'est-à-dire qu'il y a un R0, donc aucune infection d'un homme par un autre homme, même malgré les techniques modernes. Là, pour le coup, il n'y a pas de cas rapporté. En tout cas, j'en connais pas. Après des transfusions ou des transplantations. Puis après, il y a d'autres stades. Si c'est un pathogène animal qui peut avoir plusieurs cycles secondaires ou s'il y a des transmissions interhumaines exclusives. Donc, les autres maladies vectorielles et les co-infections dont on peut parler, soit isolément, soit associées. Donc, il y en a plusieurs. Les principales dont on peut entendre parler, ça va être les fièvres récurrentes attiques, la fièvre boutonneuse méditerranéenne dans le sud de la France, le Tibola et la borréliose de Lyme, l'anaplasmose, l'encéphalite attique, la babésiose et la tularemie avec à chaque fois les pathogènes, mais on va revenir sur les différents noms. Donc, déjà, quelques diapositives pour parler des co-infections et des portages en fait au sein de la tique. Donc, on dit co-infection, mais il y a probablement une grosse part de vie en symbiose, sans caractère infectant de la tique. Et pourrait peut-être parler de coportage plus que de co-infection. Il y a des travaux qui rapportent bien qu'il y a différentes bactéries, donc des pyogènes tels que les entérobactères, des acinétos au sein des tiques, et puis des maladies qu'on appelle des maladies vectorielles, des zoonoses, les rickettsia, les francisella, les coxiella, au sein du vecteur. Donc, ouais, je vais présenter juste quelques travaux pour voir un petit peu de quoi on parle quand on parle de co-infection et d'autres maladies. Donc déjà, au sein de la tique. Donc, ce travail-là qui analysait 267 ixodes, donc des tiques qui transmettent notamment la maladie de Lyme, mais d'autres pathogènes. Et il était fait de manière exhaustive des PCR, donc des recherches de gènes de bactéries et de parasites pour 37 pathogènes. Et sur ce travail, on retrouvait plus de 40%, 45% de co-infection, c'est-à-dire que dans les tiques, on retrouvait au moins deux pathogènes présents, donc et jusqu'à 5 en même temps. Il y avait une seule association qui ressortait, c'était une association entre Borrelia garni et Afzeli, mais probablement fortuite. Donc ça va dans le sens qu'un coportage au sein de la tique, c'est plutôt la règle et ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être inquiétant, et ça ne veut pas dire que toutes les maladies vont être transmises. Une autre étude, c'était au pays qui étudiait chez les tiques
Donc, on retrouvait sur donc des analyses réalisées après 314 piqûres où les tiques avaient été récoltés. Donc, 50% de tiques étaient positifs sur les 314 piqûres. Il y en avait quasiment 30% à Borrelia burgdorferi sensu-lato et plus de 30% de co-infections avec Borrelia. Donc, on voit en bas, il y avait des co-infections avec la babésiose, l'ehrlichiose, les nano-ehrlichiose, Borrelia miyamotoi, des rickettsiosis en portage isolé co-infection, mais ça peut être des coportages au sein de la tique. Donc on fait la transition avec les portages des maladies vectorielles à tique chez l'homme. Donc, c'est le même travail qui a les patients. Chez les patients, on faisait une PCR sur 100 total, c'est-à-dire qu'on regardait chez les gens lesquels avaient une bactériémie ou une parasitémie dans le sang. Donc, ce sont des pathogènes qui ne poussent pas sur les hémocultures, qu'on recherche par des techniques indirectes de biologie moléculaire, donc par PCR. Le risque dans cette étude de retrouver une maladie Lyme à un peu plus de 5%. 2,4% de risque pour d'autres maladies à tique. C'est-à-dire que chez 16 patients, on a retrouvé d'autres maladies à tique. Donc, 7 néo-ehrlichioses, 5 anaplasmoses, une borréliose à Borrelia miyamotoi, donc agent de fièvre récurrente, et une babésiose. Sur les 16 patients, il y en avait juste 7 chez qui avaient été retenus et décrits des manifestations cliniques, 0 complications, et 9 patients ont été traités. Donc, on voit à droite le rapport des différents pathogènes retrouvés. Une autre étude, là, c'est une étude de séroprévalence, et c'est toujours du direct par des anticorps dirigés. Donc, c'est une étude de 2013 sur 93 personnes avec 3 pathogènes, Borrelia burgdorferi, l'anaplasmose et une autre borréliose. On regardait le taux d'immunoglobulines, de séropositivité pour ces pathogènes et ces associations. Il n'y a pas d'informations sur la clinique, c'était vraiment du dépistage pur de gens exposés, mais sans forcément avoir de pathologie. Et il y a des associations vraiment fréquentes avec des sérologies positives pour l'anaplasmose, pour la borréliose ou pour Borrelia burgdorferi, Borrelia microti. Pas d'association des trois. Une autre étude qui avait été présentée au JNI dans le Grand Est, c'était sur l'épidémiologie dans l'anaplasmose, où on faisait notamment une détection systématique chez des patients d'anaplasmose, de Bartonelle, de tularemie, de borréliose, de babésiose et d'encéphalite. Donc, c'est TBE pour tick-borne encéphalite. C'était 84 patients comparés à 44 patients exposés. Une co-infection, certaines infections isolées. La co-infection, c'était une encéphalite étique et une borréliose, mais avec une méningite d'évolution favorable, sans antibiothérapie. Il n'y a pas eu de cas particulièrement sévères dans ce travail. Donc après, l'objectif, c'est de décrire les maladies vectorielles à tique qu'on peut voir le plus fréquemment. Donc il y en a plein. Donc c'est présenter celles dont on entend parler, au sujet desquelles les patients peuvent être amenés à nous questionner. Donc on ne va pas forcément parler des bartonelles, des tularemie, des fièvres Q qui sont un peu plus spécifiques, de toutes les rickettsioses qu'on ne verra jamais. Donc, on va parler de les maladies, les rickettsioses un petit peu plus fréquentes. Donc, les rickettsioses sont des fièvres boutonneuses à tiques. Il y a une vingtaine d'espèces de rickettsie pathogènes dans le monde. Elles ont une clinique commune. C'est la fièvre, une éruption cutanée, souvent assez importante, et une escarre d'inoculation. C'est-à-dire que sur la zone piquée piquée plutôt mordue par la tique, on aura une zone qui va nécroser, qui va faire 1 cm, 2 cm de diamètre et qui va guérir à distance. Donc, la fièvre boutonneuse méditerranéenne, c'est Rickettsia conori. Le vecteur, c'est une tique de chien. Il y a une incubation de 7 jours environ. La clinique est assez spécifique. Il y a des formes graves avec des atteintes, notamment encéphalitiques. Et le traitement, c'est de la doxycycline ou des quinolones en cas d'allergie. Donc, il y a très peu de cas par an en France. C'est plutôt une maladie du sud de la France. Une autre rickettsiose, donc c'est le Tibola. Donc c'est un acronyme pour tick-borne lymphadénitis. Donc qu'on peut rencontrer aussi sous les noms Senlab, Debonel par exemple, qui correspondent à d'autres acronymes. Là, les agents, c'est principalement Rickettsia slovaca et Rickettsia raoulti, du nom du descripteur. Puis il y en a en France, il y a des cas rapportés, il y a des courtes séries de cas rapportés par différentes équipes, notamment en Vendée, il y avait une série de cas qui avait été présentée aux journées d'infectiologie en 2017 ou 2018, il me semble, avec également l'escarre d'inoculation sur la zone de piqûre, comme on peut voir sur la photo, la clinique assez aspécifique, fièvre, céphalée, syndrome grippal, avec un diagnostic qui peut être fait avec une PCR sur biopsie et une sérologie, mais la règle est la guérison spontanée dans la majorité des cas. Et en fait, quand on a le résultat des tests, le patient est déjà guéri ou on a mis un traitement d'épreuve par doxycycline. On peut avoir une plaque d'alopécie cicatricielle par contre.
Donc, juste pour dire qu'il y a, pour illustrer qu'il y a d'autres rickettsioses qui existent. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres qui dépendent en Europe, au Japon, sur le pourtour méditerranéen, en Mongolie, au Portugal. Donc, il y a vraiment une liste très, très importante. Je vous encourage à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse à cet ouvrage-là, notamment Nathalie Boulanger, qui fait toujours des descriptions, soit en présentation, soit dans ce bouquin, qui sont vraiment superbes. Ensuite, on va venir à une pathologie dont on entend souvent parler, ou en tout cas en consultation, j'ai régulièrement des questions dessus. Donc, c'est l'anaplasmose. Donc, l'agent, c'est Anaplasma phagocytophilum. Donc, le vecteur, c'est Ixodes ricinus, donc les mêmes types de tiques dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un agent de fièvre chez les ruminants, hein. C'est plutôt l'été. L'incubation, c'est variable, c'est globalement une dizaine de jours avec un syndrome pseudo-grippal. Il y a des complications qui sont décrites, hein, des pneumonies, des complications hémorragiques, neurologiques, mais ça semble assez exceptionnel. Donc, la clinique peut se faire sur le frottis sanguin. On verra une morula, donc c'est-à-dire le pathogène dans les globules blancs. On peut faire une PCR sur 100 total qui sera positive, mais juste la première semaine, c'est-à-dire qu'il y a une infection sanguine circulante, mais la règle, c'est la guérison spontanée. Et dans l'étude en bas là, de Hansmann, de mémoire, il y avait 934 patients et il y en avait 4 qui étaient positifs et qui avaient guéri spontanément. Ensuite, un pathogène un petit peu plus émergent, la néoerlichiose. Donc, le vecteur, c'est pareil, hein, c'est les tiques du complexe Ixodes ricinus, avec une prévalence variant les régions. En Alsace, sur les travaux locaux, ça a l'air d'être aux alentours de 5%. Il y a des cas humains qui sont rapportés dans des études où on s'attache précisément à rechercher les pathologies, avec une clinique assez spécifique, mais globalement qui rapporte souvent de la fièvre, des myalgies, des arthralgies, donc qui peuvent vraiment en imposer pour une infection virale, et quelque chose qui semble un peu plus spécifique, à savoir des manifestations thrombotiques. Après, il y a un essai, l'essai en bas de Boyer, il y avait 900 patients environ, et 4 patients qui ont été positifs, et une personne avait thrombosé, mais il y avait un lymphome en cours de traitement. Donc, c'est vraiment un facteur confondant, c'est difficile d'en dire quelque chose, et il n'y a pas eu de décès. La babésiose, on est quand même régulièrement questionné. On voit parfois des gens qui viennent en consultation avec une sérologie de babésiose faite positive, parfois faire au sein de laboratoires vétérinaires. Donc, c'est une maladie de médecine vétérinaire, hein. Pour caricaturer, c'est un peu comme un paludisme du chien. C'est vraiment une hémolyse chez le chien. C'est dû à Babesia divergens. Donc, le tableau clinique chez l'humain, normalement, c'est une clinique très spécifique, frustre, avec une guérison spontanée, avec de la fièvre, un peu d'arthromyalgie. Il y a des tableaux très graves, ça existe, c'est vraiment exceptionnel, mais notamment chez l'immunodéprimé et surtout le splénectomisé. On a eu un patient à Brest qui a fait un tableau gravissime qui a été trouvé sur une ouverture de porte et qui a fait une atteinte multiviscérale avec une hémolyse majeure. Le diagnostic, c'est surtout sur le frottis sanguin et la PCR sur le sang total qui peut servir à suivre les patients. La sérologie est vraiment non validée et permet pas de dater l'infection. Donc à droite, on voit les images du laboratoire là, de notre patient avec les inclusions dans les hématies, avec les traitements qui sont des associations avec très très peu de littérature dessus, hein, quinine, clindamycine ou atovacone, azithromycine. Donc on voit que ça se rapproche un petit peu plus d'une entité comme le paludisme. Donc on voit qu'il y a de la Babesia divergens chez les bovins, qu'il y en a en France, donc ça reste quelque chose qui est possible, notamment chez l'immunodéprimé comme le splénectomisé, mais assez exceptionnel en tout cas, semblant pas grave chez l'immunocompétent. Il y a des infections, il y a des fièvres récurrentes dues à des tiques. Classiquement, on dit que c'est plutôt dû à des tiques molles qu'on ne trouve pas en Europe, notamment qu'on trouve en Afrique, en Asie. Il y a une fièvre récurrente due à une tique dite tique dure qui s'appelle Borrelia miyamotoi, donc qui peut être transmise par Ixodes scapularis notamment, qui est un agent de fièvre récurrente qui peut donner chez les immunocompétents des syndromes pseudo-grippaux, mais chez les immunodéprimés des tableaux sévères, donc de fièvre, puis rémission, puis des fièvres, puis de nouveau une rémission avec des méningoencéphalites, pour lequel le traitement, c'est vraiment des fièvres récurrentes à tic molle, par de la ceftriaxone ou de la validation clinique, là. Enfin, on a un petit peu de
l'encéphalite, là, c'est une maladie dont euh, On a un petit on souci de dit son là, Pierre. TBE pour pardon, Si, on a un petit souci de son. de son. Ah, ouais, ça coupe. Voilà, je t'en prie, recommence peut-être sur l'encéphalite Je parce qu'on n'a pas recommence entendu sur le début. l'encéphalite, ouais. Ouais, Excusez-moi. merci. Donc, l'encéphalite, donc on passe aux infections, les maladies vectorielles virales. Donc, la plus connue, ça va être l'encéphalite. TBE, c'est pour tick-borne encéphalytique. Donc, c'est une maladie qui existe plutôt en Europe de l'Est, avec le réservoir sont les petits rongeurs. Le vecteur, c'est toujours pareil, Xodus ricinus. Il n'y a pas de transmission interhumaine décrite, mais il y a eu des cas en France, des cas autour de lait contaminé, des petits clusters, donc qui n'étaient pas des maladies vectorielles à tiques pour le coup, qui étaient d'origine alimentaire. Donc en Alsace, en Rhône-Alpes, et c'est surtout en Autriche, en Allemagne, en Bavière. C'est pour ça que c'est une maladie pour laquelle il y a une prévention vaccinale qui est possible chez les gens exposés, chez les gens qui font voyager. L'incubation est de 7 jours en moyenne. La majorité des patients va guérir de manière spontanée avec une clinique aspécifique, mais il y a des tableaux sévères, notamment neurologiques, neurocognitifs. Le diagnostic va se faire par PCR, soit sur sang total, comme on peut voir sur le graphisme, soit une PCR sur le LCR au début de la maladie. C'est là qu'on aura une virémie. Et ensuite, la sérologie va se positiver secondairement. Ce sont des résultats qu'on met à analyser comme ils vont au centre de référence. Il n'y a pas de traitement spécifique. Juste un mot, donc le but, c'est pas de passer tout le monde, c'est juste que parfois on voit des articles de vulgarisation qui parlent de la fièvre de Crimée-Congo. Donc, c'est une fièvre hémorragique virale qui est due à une tique dure qui s'appelle Hyaloma marginatum. Il y en a dans le sud de la France. Malgré tout, il n'y a pas eu de cas rapportés et diagnostiqués en France. Il y a eu un patient en Espagne en 2016. Donc, c'est comme les fièvres hémorragiques, on est sur une maladie plus grave, mais pas en France. Il y a le vecteur qui est présent. Voilà, donc les autres virus des maladies vectorielles, on voit qu'il y en a une kyrielle qu'on peut voir un petit peu partout dans le monde, en Allemagne, en Inde, en Malaisie, en Sibérie, avec une clinique propre. Après, la question, c'est vraiment que disent les recommandations là-dessus. Donc, juste un petit mot sur les recommandations. Donc, pour mémoire, il y a un petit peu un clivage entre des recommandations officielles, des recommandations officieuses. Il y a les recommandations américaines de l'ITSA, les recommandations françaises de la Société française de maladies infectieuses qui ont été mises à jour en 2009, et puis toujours des avis de l'EXBOR pour l'Europe. Il y a des recommandations en 2014 de l'ILADS. Donc, c'est une société qui établit des avis donc, basés sur la littérature, des avis d'experts, également de patients, avec une adhésion un petit peu apparente dans certaines associations de malades ou de certains praticiens, avec parfois des arguments en faveur de traitements longs, plus intensifs, plus lourds, avec des billes, des trithérapies et parfois des tests non recommandés, ou en tout cas pour lesquels il y a peu de littérature. Donc, pour reprendre les recommandations de la Société française de maladies infectieuses, donc de quelle pathologie elle nous parle quand elle parle d'autres maladies vectorielles à tique que la maladie de Lyme. Donc, on voit l'encéphalite à tique dont on a parlé, le Tibola, la tularemie, l'érikésiose, l'anaplasmose, la fièvre méditerranéenne familiale, et c'est principalement ça, et l'érikésiose. Donc, les maladies dont on a discuté un petit peu précédemment. Il y a une revue de la littérature et puis d'épidémiologie qui est mise en avant sur les recommandations, qui est assez bien faite. Donc pour l'anaplasmose, c'est une dizaine de cas par enfance diagnostiqués. Borrelia miyamotoi, c'est exceptionnel. Néorlichiose, il n'y avait pas de cas rapportés en France au moment de l'écriture des recommandations. Pas de fièvre de Crimée-Congo. L'encéphalite, c'est un cas par an et c'était le problème alimentaire. La fièvre boutonneuse méditerranéenne, c'est une dizaine de cas par an en France et c'est dans le sud. Le Tibola, c'est probablement sous-déclaré. Il y a moins de 10 cas par an en France, mais c'est une guérison spontanée. Parfois, probablement que la lésion, l'escar d'inoculation est pris pour autre chose et probablement qu'il y en a un petit peu plus en réalité. Et la babésiose, c'est 15 par an en France, mais ce n'est pas des tableaux graves d'hémolyse. Les méthodes diagnostiques de ces autres pathologies, donc il y a un tableau qui est assez bien fait. Bon, on se demande pourquoi les recommandations françaises sont écrites en anglais, mais bon, après, c'est autre chose. Avec un avis sur les sérologies, on voit que pour la babésiose, la sensibilité, la spécificité de la sérologie est vraiment mal connue. Ce qui est recommandé, c'est une PCR sur sang total.
Pareil pour l'encéphalite, ça va être la virémie. Et concernant l'anaplasmose, ça va être l'examen du globule blanc, donc le frottis sanguin pour rechercher au niveau des globules blancs ou éventuellement la matière sursanguine. On voit parfois prescrire des choses un peu étonnantes, hein. Par exemple des prescriptions de ceftriaxone, plaquenil, de daptomycine, de Zithromax, de la vitamine D, du tolexine, de la tolexine, du plaquenil, du Riamet, de la Malarone, qui sont des traitements du paludisme. Donc c'est peut-être, par certains praticiens, évoquent d'autres maladies, type babésiose, type anaplasmose. Donc les recommandations de l'ILADS, qui ne sont pas les recommandations officielles, hein, qui sont les recommandations d'une société autre américaine, donc émettent juste qu'il y a possibilité de co-infection qui devrait être investiguée et qu'il faudra les traiter parfois pour des traitements plus longs de 6 semaines avec de traitements par azithromycine de manière prolongée pendant au moins 4 semaines. Donc, juste un point pour rebondir un petit peu sur la fin de la présentation précédente, sur les potentiels effets secondaires des traitements, hein. Pour rappel, les bêta-lactines, il y a de la neurotoxicité, il y a de l'allergie. Les cyclines, il y a des troubles de conduction, de la photosensibilisation. Les macrolines, il y a des troubles de conduction. Le flagyl, le métronidazole, il y a de la neuropathie. Les quinolones, on connaît tous les effets secondaires. Les glycopeptides, que j'ai déjà vu, ça donne insuffisance rénale aiguë, des rhabdomyolyses. Les dérivés de l'artémisine qu'on met pour le palu, on peut avoir des hémolyses. Et puis plus globalement, un risque de colite infectieuse, donc, ce dont on a parlé tout à l'heure. L'écologie du patient, même sans être un fan de l'écologie bactérienne, si on a exposé un patient à large spectre inutilement et que notre patient fait une pyélograve à un germe résistant BLSE, c'est un peu en lien avec l'antibiotique qu'on peut avoir mis peut-être par excès, une infection de dispositif implantable et puis aussi le risque d'errance diagnostique et d'anaphylaxie. Et c'est vrai que pour un traitement qui soit n'est pas confirmé, soit de toute manière une maladie qui guérit toute seule ou pour une conviction clinique, d'avoir une anaphylaxie, un patient qui fait une complication, c'est sûr que c'est difficilement défendable. Donc, pour conclure, il y a beaucoup de pathologies qui sont découvertes récentes, notamment avec le diagnostic de la PCR sur le sanguine fait au début de l'infection, la première ou les 2 premières semaines. Est-ce que ce sont de réelles émergences? C'est difficile à dire, hein. Il y a probablement beaucoup de positivité sur des PCR qui ne veulent pas dire grand-chose. Il y a probablement beaucoup de coportage chez les vecteurs. En tout cas, le coportage semblait assez la règle chez les tiques, mais pas de transmission dans 100%. Et il y a possibilité de copositivité chez les patients, mais en fait, quelle est la part clinique? Ça semble vraiment nettement moindre. La majorité des patients va présenter une guérison spontanée, donc je pense qu'il faut rester clinique et pragmatique. Et hors patients sévères ou hospitalisation, je ne pense pas qu'en pratique courante, ça vaille le coup de rechercher tous ces pathogènes-là, surtout que les résultats, on les a en général au moins 10-15 jours après l'admission du patient, et le patient est en général guéri, il n'y a plus de symptômes. Voilà, je mets quelques références, notamment en haut le bouquin et quelques présentations qui sont pertinentes sur le sujet. Merci beaucoup Pierre. Effectivement, c'était un large sujet et c'était pas facile de tout traiter, mais tu nous as permis de faire un point un peu global et j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est qu'effectivement, c'est des maladies aiguës, des maladies plutôt fébriles et qui ont une tendance à la guérison spontanée en dehors de cas très particuliers comme la babésiose de l'immunodéprimé, si je comprends bien. Oui. J'ai une petite question. C'est vrai que quand on regarde les premières diapos que tu montres, on a vraiment l'impression qu'il y a des co-portages assez fréquents chez les tiques. Ouais. Qu'on voit les diapos suivantes où on a effectivement des sérologies positives chez les gens, ça qui arrive de façon, on va dire, régulière. On va dire que ce n'est pas très fréquent, mais ça reste quand même régulier. Est-ce que tu as des données sur les comaladies, c'est-à-dire le fait d'avoir vraiment des symptômes liés à 2 pathologies vectorielles qui auraient été transmises lors de la même piqûre de tique? Moi, j'avais notion que finalement la comaladie était quelque chose de rare et contrairement à la copositivité de sérologie.
Oui, oui, c'est vrai que ça semble assez exceptionnel. Il y avait la présentation là, des JNI de Yves Hansmann où il rapportait un cas où le patient avait l'air d'avoir eu les deux maladies. Bon, c'était surtout l'encéphalite qui avait eu l'air de rendre le patient malade. Mais autrement, non, ça semble vraiment exceptionnel. De plus, enfin, quand on est sur des études de séroprévalence, il y a des travaux qui montrent que les IgM ont l'air de se négativer assez rapidement et les IG parfois peuvent être positifs pendant 10 ans chez certains patients. Donc vraiment, on ne sait qu'en faire. Donc, c'est sûr qu'après, pour la maladie de Lyme, il y a la PCR sur le sang total n'est pas intéressante, même la première semaine, même pendant l'érythème migrant. Enfin, la littérature dit bien que je sais plus, c'est moins de 1% de positivité, il me semble. Donc, en tout cas, c'est pas très intéressant. Donc, pour les réinfections, les gens qui ont déjà fait une maladie de Lyme authentique, qui peuvent refaire un érythème migrant, je pense que c'est la clinique avant tout. Après, des sérologies croisées, c'est assez difficile de savoir qu'en faire. Et effectivement, je pense que ce sont des maladies qui sont pour la majorité pas graves. Des maladies comme ça sévères liées aux tiques. J'ai souvenir de deux patients. Donc, un patient qui avait fait une babésiose sévère c'était un patient splénectomisé qui s'est présenté sur un tableau vraiment gravissime d'hémolyse. Et, euh, et on avait eu une jeune au retour d'Afrique qui avait fait une fièvre récurrente attique, une borréliose, qui avait été diagnostiquée deux fois. C'est pas nous qui avons fait le diagnostic, hein, c'est la personne arrivée aux urgences dans un état un peu sévère. Et l'automate qui lit la NFS a bipé parce qu'il y avait un problème sur la lame. Le parasito d'astreinte, qui à chaque fois était le même parasito d'astreinte, a regardé la lame a dit à chaque fois, bah, c'est une babésiose ou c'est probablement une borréliose africaine. Donc à chaque fois, c'est un parasito qui a une formation de veto. Donc après, on traite comme dans les recommandations, mais les formes sévères, on les trouve et je pense qu'elles arrivent à l'hôpital. Après, franchement, à part pour le rétroscope, dire vous avez eu ça, je ne suis pas sûr que ça soit très pertinent. Et franchement, quand on voit les patients venir avec des sérobabésioses positives, j'ai déjà fait quelques PCR sur sang total chez des gens qui croyaient vraiment de manière importante à ce diagnostic-là pour voir, hein, parce que j'aurais été embêté d'avoir une PCR positive et ça a jamais été le cas, hein. Je ne sais pas si vous avez ça d'ailleurs de votre côté, hein. Non, effectivement, hein, quand on fait des tests sur des tableaux qui auraient pu être compatibles, moi, j'en ai jamais eu. J'ai eu quelques sérologies anaplasma a posteriori qui sont revenues positives, où je me suis dit, ah ben, effectivement, je l'ai fait parce que le tableau clinique était celui d'une fièvre post-piqûre de tique et d'un syndrome grippal, mais j'en ai eu que quelques-uns. Je voulais juste ajouter, parce que du coup, on a un public peut-être un peu plus breton, même si j'ai vu qu'il y avait des gens un peu de l'extérieur, que la néorlichiose, ça a été regardé dans les tiques en Bretagne. Donc, nous, on en est à moins de 0,03% de nos tiques qui sont infectés par la néorlichia. Et alors que dans l'Est de la France, ils avaient 5% de leurs tiques qui sont infectés. En fait, on a un partenariat avec le docteur Degel, qui est parasitologue au CHU, collecte des tiques en forêt depuis longtemps avec le CNR, et donc il y a des points qui sont partagés. Donc voilà, la néorlichiose en Bretagne, ça reste quelque chose de possible, mais en fait, on a quand même que un tout petit pourcentage des tiques qui sont infectés. Donc voilà, le fait d'avoir une maladie à Ehrlichia semble probablement très très faible. Et j'avais un autre petit point, c'est les patients, des fois, ils arrivent avec la question, j'ai des symptômes persistants, j'ai déjà fait une maladie de Lyme. Et donc, on les voit dans ce contexte-là. Donc, on a le premier éclairage de la présentation de Sophie. Est-ce que dans ce que tu as lu sur les autres maladies vectorielles à tiques, on peut dire, est-ce qu'une fois qu'elles sont guéries, parce que la plupart guérissent toutes seules, est-ce qu'il y a des symptômes persistants qui sont également décrits et ou pas? Est-ce que tu as déjà vu ça un peu recherché? Moi, j'en ai pas vu. J'ai eu l'encéphalite attique, ça a l'air de donner un peu le cas d'avoir des gens ralentis, mais bon, après, on parle d'une vraie maladie grave avec des IRM pathologiques. C'est C'est une comme on disait tout encéphalite, à quoi. l'heure, quoi. Ce sont des gens qui font des encéphalites virales, donc oui, c'est pas étonnant que ça soit difficile de s'en remettre avec une inflammation importante du système nerveux central. Ça a l'air d'être assez important chez l'enfant notamment, hein. Non, autrement, après, mais effectivement, le patient qui a fait la babésiose grave, il a eu des complications, mais ce n'était pas en lien avec l'infection en soi, quoi. C'était en lien avec, il y a eu du bas débit rénal, il y a eu un problème, c'était, c'est un On rapport arrive. polyclinique. On t'a un peu perdu, je Ouais, j'ai un partage, désolé, j'ai un partage de connexion là, comme le jeu étant piraté, j'ai plus internet.
D'accord. Non, non, mais je pense qu'on a compris, effectivement, que tu disais qu'il y avait des conséquences, qui étaient liées à la réanimation que le patient avait eue. Je ne sais pas si Mm. d'autres personnes ont des questions, notamment sur le chat. Pour le moment, j'en vois pas, mais n'hésitez pas. Ah si. Oui, notre collègue, Elisabeth de l'Est nous rappelle que l'encéphalite attique est une maladie à déclaration obligatoire depuis, pas très longtemps et donc voilà, on Il aura faut y penser, probablement. c'est vrai, devant une encéphalite, une méningite lymphocytaire, chez quelqu'un qui a une encéphalite qui est hospitalisé, c'est une cause virale d'encéphalite assez fréquente en fait maintenant. Souvent, on n'a pas de diagnostic, hein, mais après l'herpès et le VZV, je sais plus, ça se classe assez haut maintenant dans les causes, eu égard à la vingtaine de cas qui ont été rapportés. Sachant qu'effectivement, nous, en région ouest, on n'a pas encore d'encéphalite attique. On la recherche, mais parce qu'on a le vecteur et on se dit qu'on finira peut-être par en trouver. Mais en tout cas, nous, sur les encéphalites qu'on voit, on n'en a jamais trouvé et je ne pense pas que ça a été mis en évidence à l'ouest. Non, C'est le non plus, on chouchen n'a qui pas protège. trouvé. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu voulais faire des remarques, Sophie, ou des questions pour l'une ou l'autre des présentations, hein, d'ailleurs, c'est... Eh bien non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, c'est que les présentations étaient claires. Je pense que ça a bien permis de resituer les choses. Je me permettrais peut-être, enfin, j'ai l'impression que voilà, vous vous êtes rejoints pas mal sur le fait qu'il y a des traitements qui sont bien validés, des traitements de la borréliose de Lyme et qui sont des traitements voilà, de 15 jours à 4 semaines, si on veut résumer, et que les traitements prolongés pour les symptômes persistants ne vont pas avoir d'effet et peuvent avoir des risques, que pour les autres maladies vectorielles latiques, ces traitements, eh ben, ils sont plus ou moins, enfin, ils sont recommandés quand il y a lieu de les traiter, mais qu'on arrive souvent un peu après la bataille parce que ce sont des maladies aiguës et qui ne se présentent pas pareil que le Lyme avec plutôt des tableaux fébriles. J'ai l'impression que pour les symptômes persistants, c'est vraiment la relation avec le malade, pouvoir lui expliquer ce que ça existe, qu'on reconnaisse ses troubles, que ça a été bien décrit, et lui proposer ces traitements non médicamenteux qui va permettre d'améliorer la situation. Oui, oui, dans l'expérience qu'on a, oui, c'est à peu près ça. Enfin, je pense que vous aussi, Mm, c'est un peu l'expérience que vous avez aussi, oui. tout à Ouais, puis fait. pas passer à côté d'un différentiel. C'est vrai que quand on Oui, dit, bon, à la rigueur, ne pas exposer aux antibiotiques, c'est bien, mais on peut se dire qu'on met des huiles essentielles ou des vitamines ou que sais-je, et que c'est pas trop grave, ça nuit pas, mais il y a quand même toujours un risque d'errance, de méconnaître un différentiel. Hein. Enfin, on a tous vu, enfin, même si moi aussi, hein, enfin, tout le monde peut se planter, mais on a enfin, tous vu des patients en errance avec d'authentiques, je sais pas, des polyarthrites rhumatoïdes, des maladies de Parkinson, traités depuis 6 mois par macrolide et c'est sûr que c'est toujours un peu dommage quand il y a un peu de perte de chance dans certains cas, quoi. Et puis, je ne suis pas sûr que de convaincre le patient qui est une maladie infectieuse et de l'inquiéter, ça soit forcément la bonne chose par rapport aux études dont tu parlais après, qui sont plutôt positives pour aller de l'avant et essayer de vaincre la clinique, quoi. Non, effectivement, c'est faire un diagnostic, que ce diagnostic soit du symptôme persistant après traitement d'une maladie de Lyme ou un autre diagnostic et ne pas méconnaître un diagnostic différentiel pour lequel, pour le coup, il y a un traitement spécifique à faire. Je pense que les centres de compétences, les CRMVT, se tiennent disponibles justement pour tous ces patients-là aussi pour les voir si besoin, pour pouvoir bénéficier des consultations de neurologie, rhumato et pouvoir en discuter en RCP si il y a le moindre doute justement par rapport au cadre nosologique. Eh ben, merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je ne vais pas prolonger la soirée. Merci à nos deux orateurs pour vos présentations très claires. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées pour avoir suivi ce webinaire. Et puis, on vous en reproposera d'autres courant de l'année et l'année suivante, justement sur les maladies attiques et pour ne pas manquer les diagnostics. Merci encore.